Bonjour à tous et à toutes. Le groupe thématique handicap vous propose cette première formation sur la question du handicap en France afin de mieux comprendre et de cerner les enjeux de cette problématique qui concerne 12 millions de Français et de leurs familles. Donc ce chiffre prend en compte les handicaps les plus lourds comme les incapacités mineures et pour 80% des cas, il s'agit de handicaps invisibles, autrement dit qui ne se voient pas au premier regard. Donc parmi ces personnes, on a quand même un taux de chômage qui avoisine les 18%, ce qui représente près du double de la moyenne nationale. Et on estime à ce jour qu'il y a environ 232 641 enfants en situation de handicap pour la France métropolitaine. Donc c'est autant de familles concernées par les difficultés liées au handicap. Donc on a choisi de parler de l'évolution des théories sur le handicap pour mieux comprendre cette philosophie et aussi les différents types d'actions qui sont proposées en France. Donc l'un des premiers philosophes à écrire sur la question du handicap sans le nommer ainsi fut Denis Diderot dans sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient en 1749. Donc, au cours de la fin du XXe siècle, la notion de handicap a changé de référentiel, s'appliquant d'abord à l'individu, puis à son interaction sociale et plus généralement avec l'environnement. Donc, selon la version 2019 du programme Quality Rights de l'Organisation mondiale de la santé, il existe différents modèles de handicap, un modèle qui va être basé sur la charité, un modèle qui va être basé sur le médical, un modèle basé sur la société et un modèle basé sur les droits de l'homme. Donc le modèle médical et caritatif, donc le handicap qui a longtemps été considéré comme un problème individuel et qui n'était abordé que d'un point médical, où on considérait les gens comme des objets de soins, ou d'un point de vue caritatif où on considérait les personnes comme des objets de bonnes œuvres. Voilà, il fallait venir en aide et puis porter assistance du côté caritatif de la chose. Donc en 1980, on a l'épidémiologiste Philip Wood qui va définir une vision médicale du handicap pour la distinguer de la maladie et cette définition sera adoptée par l'Organisation mondiale de la santé où la difficulté et l'incapacité désignée est alors relative à l'individu et non ou à son état de santé physique ou psychique. Donc ce modèle est là s'il est encore bien présent et il permet de ne pas remettre en cause la société et les inégalités qu'elle génère. Et donc c'est un modèle que l'on combat. Donc le modèle social et environnemental, ce modèle social du handicap, il est né de la critique justement de ces interprétations au cours des années 1970 au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dès le milieu des années 80, il y a d'autres modèles qui ont pris corps à partir des travaux d'organisations internationales telles que l'ONU ou l'OMS, ne faisant plus référence ni à la déficience ni à l'incapacité, mais bel et bien aux interactions entre une personne et son milieu. Donc on va trouver ainsi les définitions suivantes issues des règles pour l'égalisation des chances des personnes handicapées à la suite du programme des Nations Unies qui va de 1982 à 1993. Donc en 1982, ils vont écrire que le handicap est fonction des rapports des personnes handicapées avec leur environnement et qu'il surgit lorsque ces personnes rencontrent des obstacles culturels, matériels ou sociaux qui sont à la portée de leurs concitoyens. Donc le handicap, il va donc résider dans la perte ou la limitation de participer sur un pied d'égalité avec les autres individus à la vie de la communauté. En 1993, ils vont enrichir cette définition en expliquant que par handicap, il faut entendre la perte ou la restriction des possibilités de participer à la vie de la collectivité à égalité avec les autres. On souligne ainsi les inadéquations du milieu physique et des nombreuses activités organisées, information, communication, éducation, qui ne donnent pas accès aux personnes handicapées à la vie de la société dans l'égalité. Donc on a donc le rapport à la normalité qui est abandonné au profit d'une définition du handicap relative à ce qui va faire obstacle à la vie communautaire. Donc on comprend ainsi donc plutôt le handicap comme un désavantage social dont la société est en partie responsable. Et pour incarner ce changement, l'expression handicapée est souvent délaissée au profit d'autres expressions comme personne en situation de handicap afin de distinguer la personne des situations de handicap rencontrées dans sa vie. Donc, selon le professeur Claude Amonet, on accentue la stigmatisation de la personne que l'on qualifie d'handicapée, comme si la responsabilité de ce qui se passe pour elle lui revenait.
Et on va rajouter qu'en fait, c'est pas ce qui définit la personne, c'est pas le fait qu'elle soit handicapée. Voilà, c'est avant tout une personne qui rencontre des situations de handicap. Selon le modèle social, le handicap est donc compris comme le résultant entre des interactions entre les personnes avec des limitations réelles ou perçues et des obstacles dans les attitudes ou les environnements qui vont entraver leur participation pleine et entière à la société de la même manière que les autres. Et là, cette idée-là va constituer le préambule de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Donc en France, la loi du 11 février 2005 va définir légalement le handicap comme suit. Constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc il y a des étapes législatives, bien évidemment, qui ont précédé cette loi, depuis la création de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'ONAC, en passant donc par plusieurs lois sur le handicap. Notamment la loi du 30 juin 1975, c'est cette loi qui va faire de l'intégration des personnes handicapées une obligation nationale, ce qui remplace l'ancienne conception basée sur la perception de pensions de groupes spécifiques d'accidentés du travail ou d'invalides de guerre par exemple. Vous avez la loi du 10 juillet 1987, donc qui est une loi sur 3 grands principes: la non-discrimination, le droit aux aides et services spéciaux et l'intégration par l'emploi avec l'instauration des quotas. Et enfin, la loi de 1990 qui va instaurer un délit de discrimination à l'encontre des personnes en situation de handicap. Donc, l'événement majeur, vous l'avez bien compris, ça reste l'adoption de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui a été adoptée le 13 décembre 2006 au siège des Nations Unies à New York, que la France a ratifié a signé le 30 mars 2007 et ratifié le 18 février 2009. Donc la Convention ONU, qu'est-ce que c'est ? C'est juste le premier grand traité du XXIe siècle en matière de droits de l'homme. Donc cette convention va marquer une mutation dans les attitudes et les stratégies envers les personnes en situation de handicap. Ce texte se veut avant tout un instrument des droits de l'homme comportant une dimension sociale explicite. Donc la convention effectue un large classement des personnes par catégorie et réaffirme que toutes les personnes qui souffrent d'une quelconque infirmité doivent bénéficier de tous les droits et libertés fondamentaux. Elle va éclairer et préciser la façon dont toutes les catégories de droits s'appliquent aux personnes en situation de handicap et elle va désigner des domaines où des adaptations permettraient à ces personnes d'exercer effectivement leurs droits ainsi que les domaines où il y a violation de ces droits et où il convient de renforcer la protection de ceux-ci. Donc elle se base sur des principes généraux qui sont le respect de la dignité, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix et l'indépendance des personnes. La non-discrimination, la participation et l'intégration pleine et effective à la société, le respect de la différence et l'acceptation des personnes en situation de handicap comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité. Alors, ça semble redondant de le dire, mais quand on voit le nombre de saisines, j'en parlerai tout à l'heure, de discrimination liée au handicap, c'est important en effet de le repréciser. L'égalité des chances, l'accessibilité, l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé et le respect du droit des enfants à préserver leur identité. Donc il est évident que nous nous reconnaissons pleinement dans cette convention et sa vision d'une citoyenneté pleine et entière pour tous. Et nous nous sommes d'ailleurs basés sur cette convention pour rédiger le programme des précédentes présidentielles en matière de handicap et rédiger également le livret thématique en partant des obstacles à lever pour que tous aient accès à la citoyenneté. Donc les obstacles, ils se matérialisent quand il faut aller à l'école, se former, travailler, se soigner, se loger, se déplacer, vivre
tout simplement et vivre décemment, ceux-ci sont encore des obstacles pour bon nombre de citoyennes et citoyens qui vont se heurter chaque jour à une société inaccessible. Donc si quelques avancées ont eu lieu, notamment en matière de droit de vote, on est encore très très loin en matière d'accès à la citoyenneté et d'accessibilité justement au statut de citoyen pour tous. Donc les baisses drastiques de subventions, les diminutions de moyens humains qui vont exclure chaque jour des femmes, des hommes, des enfants, des familles du fait de leur handicap tout simplement. Donc je parlais tout à l'heure de la discrimination et de l'urgence de la situation. Donc en 2019, il y a eu 103 066 saisines auprès du défenseur des droits. Donc pour plein de motifs, des difficultés notamment avec les services publics, mais pour 17% des cas, il y avait quand même le non-respect du droit des enfants, malades ou handicapés, ce qui est énorme. Et donc le fait de réaffirmer justement l'accès de ces enfants au bon développement et puis à leurs droits, et vous voyez que on est encore très loin du compte. Et concernant les saisines pour discrimination, le principal motif de saisine, c'était le handicap à 22% des cas. Donc, vous voyez que même si on a ratifié cette convention, on est bien loin de cette mise en application et qu'il ne s'agit pas juste de signer et de ratifier, encore faut-il pouvoir l'appliquer. Donc, on parlait tout à l'heure de cette convention comme étant un outil, donc elle doit être justement appliquée de la plus petite échelle communale à la plus grande nationale et devenir véritablement l'instrument qui va faire tomber toutes les barrières liées au handicap. Donc une politique mais handicap, ça ne peut se résumer à des mesurettes. Celle-ci doit être au cœur de toutes les politiques et actions menées afin de garantir à toutes les personnes au quotidien dans leur environnement leurs droits et forcément leur citoyenneté. Et donc, c'est juste le fait de pouvoir mettre fin à cette double peine et de permettre à toutes les personnes de vivre tout simplement. Et ceci, on le fera qu'en levant toutes les barrières de cette société. Et l'idée, c'est de faire une société accessible à tous. Voilà. Donc cela commence par inclure systématiquement la question du handicap dans chaque action politique avec la volonté de se conformer à la Convention. La Convention, ça doit être vraiment une boussole. Comme ça doit être le cas en fait pour tous les droits humains, c'est une sorte de règle universelle. Voilà, donc bien vérifier à chaque fois que l'on va légiférer, que l'on va mettre en place une action, que tous y aient accès et de la même façon. Donc c'est une véritable et profonde réflexion sur la manière de lever définitivement tous les obstacles qui handicapent les personnes et leurs entourages au quotidien. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur ces différentes théories et sur notre vision en fait de la question du handicap en France. Donc voilà, donc nous on va continuer nos travaux au niveau du groupe thématique et l'idée c'est de pouvoir développer, nourrir ce premier livret thématique que l'on avait fait et vraiment de pouvoir lui donner plus de matière. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, nous sommes preneurs. Merci beaucoup.